Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. C'est fou, c'est vraiment dingue, c'est même historique. Je savais que La Rochelle avait les arguments pour s'imposer dans cette finale dublinoise, que ce soit par rapport à son effectif 5 étoiles, ou compte tenu du fait que la Coupe d'Europe semble avoir toujours revêtu une importance particulière pour le club de La Rochelle. Je me rappelle que dès leur première participation en 2018, ils avaient quand même réussi à se hisser en 8ème de finale, et déjà, on sentait que c'était une équipe qui avait la carrure pour cette compétition. Là, samedi dernier, les éléments ne semblaient pas jouer en faveur avant leur match, une finale dans l'antre d'un Leinster revanchard de l'an dernier, frustré aussi par sa demi-finale du RC, perdue une semaine plus tôt face à son rival du Munster. Et pourtant, dans ma vidéo de briefing, je détaillais les raisons qui me poussaient à croire dans les chances de La Rochelle, et je suis pas peu fier de voir que mes pronostics se sont concrétisés. Même si bon, je vous avoue que sur les 15 premières minutes, j'ai un peu transpiré. Et justement, on va voir ça ensemble, on va rentrer dans le cœur du sujet, mais permettez-moi de vous rappeler que si vous aimez mon travail, si vous aimez le rugby, le meilleur moyen de me le faire savoir, c'est tout simplement de s'abonner, de lâcher un pouce bleu et de m'écrire un petit commentaire. Ce serait génial de pouvoir atteindre les 40 000 abonnés d'ici la Coupe du Monde. Le Leinster a pour coutume, comme le 15 du trèfle, de très vite prendre la partie à son compte en imprimant un rythme infernal pour rapidement prendre contrôle du match et enterrer tout espoir de remonter. Là, c'est peu ou prou ce qui s'est passé d'emblée. Alors que Dullin réceptionne le coup d'envoi et trouve une touche à hauteur des 30 mètres, les Irlandais décident alors de mettre en œuvre une combinaison parfaitement huilée. Regardez sur ce plan large, on voit que les Rochelais ont décidé de protéger Astoy en le mettant gardien du couloir des 5 mètres. On connaît les combinaisons irlandaises qui ont pour but de prendre le centre du terrain avec des mecs qui surgissent lancés de nulle part, et Astoy n'est pas le défenseur le plus solide qui soit, raison pour laquelle on remarque Aldrit, Bourgarit et Botia qui attendent de l'attaque de pied ferme au centre du terrain. Sauf qu'il est là le piège. Conan, le numéro 8 du Leinster, est présenté comme un sauteur lifter, donc soit il saute, soit il porte Molony pour la touche. Et on voit d'abord une première feinte de saut de Conan, puis il sort de l'alignement, laissant Molony sauter. Évidemment, pour le contrer, le bloc saut Rochelais le suit, et Carbarlo est également focus sur cette zone. Dans le même temps, ce qu'on peut voir près du lanceur, c'est que Astoy et Antonio sont attirés par Porter et Gibson Park, qui semblent en position de recevoir le ballon. Sauf que non, en fait, toute cette manœuvre-là, elle a pour but de polariser la touche en mettant deux pôles distincts que sont le bloc saut et Porter et Gibson Park pour ouvrir l'espace et donc pour permettre à Conan de s'y engouffrer. Le numéro 8 prend Antonio de vitesse et joue son 2 contre 1 avec Sheehan. On remarque dans le même temps une mauvaise communication de Carbarlo et de Rule qui viennent tous deux se fixer sur Conan. Je pense que là, Rule aurait dû glisser pour défendre sur Sheehan, mais bon, c'est tellement soudain que c'est quand même très compliqué à réaliser sur le moment. Là, moi ça va, c'est facile, j'ai le plan large, je peux voir où sont les défenseurs qui reviennent, tout ça. Je pense que dans l'action, tu réfléchis pas. Résultat des courses, essai au bout de 40 secondes de jeu. Ça commence mal. D'autant plus que sur le renvoi Rochelais, Conan casse 3 plaquages et remet son équipe dans l'avancée en gagnant du terrain. Le Leinster se met ainsi dans les meilleures dispositions pour se dégager et tape loin devant. Et même si Dullin réplique avec une très bonne touche trouvée à hauteur des 50 mètres, le sort s'acharne sur les Rochelais puisque Lowe trouve un sublime 50-22 sur le lancement suivant. Et là, c'est super bien joué. Lowe est derrière, masqué par sa ligne d'attaque, et on voit Burn qui décroche et fait mine de vouloir combiner. Tandis que de son côté, La Rochelle, elle est montée très vite, on voit d'ailleurs Rule qui est dans la ligne, et Leeds qui est dans le second rideau, et Dullin qui doit se retrouver quelque part par là. Dullin, il est trompé par le coup de pied de Lowe parce que Lowe, c'est un gaucher. Donc logiquement, son angle de frappe, il est meilleur s'il tape avec l'intérieur de son pied, donc de la gauche vers la droite, dans cette direction, ce qu'on appelle un coup de pied croisé. Mais l'ailier du Leinster choisit une frappe décroisée, magnifiquement dosée, qui ramène son équipe dans les 5 mètres maritimes. Et il a encore l'occasion de s'illustrer quelques instants plus tard sur un lancement après mêlée. Supporté par Henshaw, il est alors servi plein fer en visant Astoy. Cette prise de balle, elle est cruciale, parce qu'elle mobilise pas moins de 4 défenseurs. C'est beaucoup trop. Et on voit dans le même temps que beaucoup de Rochelais sont absorbés par ce qui se passe là au sol et ne se redéploient pas bien en défense. Par exemple, en venant se replacer, Carbarlo gêne Sazi et c'est Botia qui doit plaquer Doris lancé. Alors que je pense là que ça aurait plutôt dû être à Sazi de prendre Doris et Botia de décaler pour alimenter la ligne. Sazi et Aldrit se consomment sans succès au grattage, et sur le temps de jeu qui suit, Molony est bien refoulé, mais pareil, ça se fait au sacrifice de nombreux défenseurs, et le ballon sort tout de même très vite. Et là, alors que la défense est prête à gérer la cellule d'avant, chacun des attaquants est marqué. Gibson Park réalise alors une merveille de passe qui fuse juste devant ses gros pour atteindre Keenan lancé dans l'intervalle. Alors que La Rochelle avait justement réussi à trouver un semblant d'équilibre dans sa défense, voilà que tout est remis en question. Les Rochelais doivent se remettre en jeu en revenant derrière le regroupement, tandis que l'attaque, elle, est déjà en place. Le ballon est libre, Burn allonge pour O'Brien, qui marque le second essai en 5 minutes. Complètement sonné, les Rochelais tentent pourtant là de se reprendre, et ça marche. Ils réussissent
à gagner les duels, mais pour autant, ils n'arrivent pas à créer la brèche. Et j'ai été particulièrement impressionné par l'agressivité des Leinstermen. Les mecs arrivaient comme des balles. Aussi, chaque ruck était une bataille, et dès que tu essayais d'écarter un peu le ballon pour trouver une porte de sortie, ram, les mecs ils arrivaient comme des avions. Et si on rajoute à ça un carton jaune que je trouve assez sévère contre Carbarlo qui n'était pas à 10 mètres, ça fait mal. Ça fait d'autant plus mal que sur le temps de jeu qui suit, Boudehans réussit à capter un temps la pénale touche, mais finalement le ballon lui échappe et le Leinster remet la main dessus. Et là, vous vous souvenez quand dans ma vidéo briefing, je parlais des retours ? Et ouais, d'abord je pense qu'on peut admirer la capacité qu'a le Leinster à varier ses porteurs de balles grâce aux passes de Gibson Park, et ce dans le but de viser les faiblesses de la défense de manière chirurgicale. Là regardez, le ballon semble destiné à Ryan qui a en face de lui Botia. Mais non, le ballon va être pour Henshaw qui arrive dans le buffet d'Astoy. Forcément, c'est plus facile d'aller attaquer Astoy que d'attaquer Botia. Henshaw avance, forcément, la défense se déploie de part et d'autre du ruck. Il reste peut-être même trop de défenseurs sur le retour, hein. Ils sont là, ils assurent, mais ils sont pas forcément très bien placés. En effet, on voit qu'ils sont 4 là à défendre sur porteur, tandis que Sheehan, lui, est oublié le long de la touche. Gibson Park envoie alors une ogive qui lobe la défense, roule est trop court et le talonneur marque son doublé. 11 minutes, 3 essais, 17-0, là, ça commençait vraiment à sentir pas bon. Mais paradoxalement, j'ai l'impression que ça a été à ce moment-là que les Rochelais se sont réveillés. Même si je vous avoue qu'avec certaines fautes de main, avec plusieurs occasions manquées assez bêtement, j'ai cru un petit peu au début à une révolte de façade. Mais en fait, si La Rochelle a pu renverser le cours du match, c'est tout simplement parce qu'elle a pu remettre la main sur le ballon. Mais dès que La Rochelle a eu la balle, l'a gardée et a pris le temps de mettre son jeu en place, tout s'est mieux passé. On l'a d'ailleurs vu par exemple, Dulin, au lieu de tout renvoyer au pied pour se dégager et essayer de se libérer de la pression, il a plutôt décidé de relancer, de garder le ballon, d'essayer de gagner des mètres et de battre des défenseurs. Et en confisquant le ballon de la sorte, les Maritimes ont commencé à mettre le Leinster à la faute, ce qui leur a permis d'investir le camp adverse. C'est d'ailleurs suite à une pénalité que les Rochelais prennent la mêlée et lancent Danty pour son essai. Alors mis à part la puissance du centre français, je pense qu'il faut aussi louer la justesse avec laquelle ce ballon a été joué. L'attaque là, on le voit, elle est très à plat. Il y a Astoy qui vient chatouiller la défense en venant au plus près de la ligne, tandis que ces deux centres, eux, ils arrivent au cordeau, hyper près et à pleine puissance. Astoy fixe donc et libère au dernier moment pour Danty, ce qui crée beaucoup d'incertitude parce que Seteny aurait très bien pu être servi lui aussi. D'ailleurs, Seteny est important dans la construction de l'essai, puisqu'en venant comme ça dans la défense à la limite de la règle, l'espace d'un instant, il masque la vision d'O'Brien qui prend un quart de seconde à se rendre compte que Danty a gagné son duel et le déborde. Et dans le même temps, Burn aussi est un peu gêné, même si Burn, c'est pas forcément le meilleur défenseur. Je pense que dans tous les cas, il aurait été trop court. Un autre qui est trop court, c'est Henshaw, qui était dans l'intérieur de la mêlée et qui vient de faire une course de 20 mètres pour essayer de rattraper Danty, qui va à l'essai et les Rochelais peuvent respirer un peu plus. Mais pour moi, ce qui a vraiment changé le cours du match, le facteur X, c'est le changement de short de Botia. Ça, c'est un facteur ultra important, je pense. La preuve, regardez, dans la foulée, il avance et il gratte des ballons. Plus sérieusement, on a vu les Rochelais mettre leur jeu en place et tenter des choses, comme avec ce petit coup de pied d'Astoy placé juste derrière le premier rideau. Et je pense que La Rochelle avait identifié une faille dans ce secteur-là, parce qu'ils l'ont tenté plusieurs fois au cours de la partie. En effet, j'ai l'impression que le numéro 9, Gibson Park, a tendance à venir se mettre dans la ligne dans le premier rideau, et donc à déserter le second rideau, qui est souvent normalement couvert par le numéro 9. Malheureusement, Boudehans ne parvient pas à conclure, et on s'en remet aux valeurs sûres, les 300 kg combinés et lancés de Skelton et Atonio pour marcher sur la tronche des Irlandais. En allant défi avec force et vitesse, ces deux joueurs sont parvenus à déséquilibrer la défense, mais il faut aussi créditer la capacité que Skelton a à passer les bras alors qu'il y a déjà deux types sur le dos. Et une fois que la défense du Leinster est étirée car on est allé au bout de la largeur, Carbarlo repart dans l'autre sens. D'abord avec Alldritt, mais surtout ensuite avec Atonio. Là, ce que fait Atonio, c'est qu'il va viser Burn et Henshaw, 2/3 donc, qui doivent se consommer et aller au sol avec lui pour le faire tomber. Comme la défense est en sous-nombre grand côté, on voit Furlong qui se dépêche de contourner le ruck pour alimenter la ligne, tandis que Conan et Doris, normalement qui sont plus mobiles, eux, en fait, ils se cantonnent en bord de ruck. Le ballon sort vite et ils n'ont pas le temps de se réorganiser parce que normalement, Furlong, il doit se mettre au ras du ruck, tandis que Conan et Doris, plus mobiles, eux, ils doivent se mettre plus dans la largeur pour aider leurs 3/4 à défendre. Une des choses qui fait qu'ils restent là et qu'ils ne switchent pas avec Furlong, comme je l'ai dit, c'est parce que le ballon sort très vite et qu'ils n'ont pas le temps, mais aussi parce qu'ils sont concernés par la course de Danty qui arrive intérieure. Et on sait tous les ravages que fait Danty ballon en main, donc forcément, quand t'as ce buffle-là qui se lance en face, tu te mets un petit peu sur tes appuis et tu le regardes. Furlong, lui, on voit qu'il est focus sur Sazy, alors que normalement, il n'y a pas besoin parce qu'il a deux collègues qui sont à l'intérieur et qui peuvent le gérer. Ça, je pense que c'est un réflexe de pilier, il n'a pas forcément l'habitude de défendre très loin des regroupements,
et donc forcément, il laisse des espaces énormes. Ce qui fait qu'en bout de course, La Rochelle a un 4 contre 2 à jouer. Astoy fait le bon choix, il attaque l'intervalle, il fixe Ringrose et lâche pour Seteny qui n'a plus qu'à marquer. Et c'est encore plus parlant sur le plan aérien. Normalement, Furlong doit prendre Astoy, mais là il est en retard, il peut pas, et Ringrose, lui, devrait prendre Seteny. Mais le fait qu'Henshaw et Burn ne soient pas là parce qu'ils sont consommés dans le temps de jeu précédent, bah forcément, ça a déséquilibré la situation en faveur de l'attaque. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que La Rochelle allait revenir. Le Leinster voyait plus le ballon, il commençait à se faire enfoncer sur les mêlées et sur les mauls, sa défense n'était plus aussi agressive qu'en début de match. Faut dire aussi qu'il faut se les taper, hein, les Golgoth Rochelais là. Au début, quand t'es chaud, quand t'es frais, tu peux rivaliser, tu peux aller monter très vite pour les prendre aux jambes, les faire tomber, les faire reculer, juste avant qu'ils se lancent. Sauf que défendre comme ça de manière très agressive, ça coûte énormément d'énergie. Et dès que t'en mets moins, bah forcément, tu subis. Bon après, ça va pas empêcher non plus de voir de beaux carreaux sur Botia. Je crois que j'ai jamais vu Botia se faire retourner 2 fois dans un match. Petit à petit, La Rochelle a su se reprendre. Une fois le baptême de feu des premières minutes, le Leinster n'a pas su trouver les armes pour s'adapter. On a vu des Rochelais patients, reprenant les bases pour développer leur jeu, quand le Leinster, sous pression, a commis de nombreuses fautes. On atteste par exemple 2 coups de pied concédés directement en touche. Et d'ailleurs, les stats d'occupation à la 55e minute témoignent de ce renversement de situation. Après la mi-temps, le match s'est quasiment passé exclusivement dans le camp du Leinster. Et un des tournants du match, pour moi, c'est cette mêlée introduction Leinster, alors que les Rochelais venaient de perdre une munition précieuse pour un écran dans un maul. Déjà, on voit que Porter se positionne un peu en travers, donc forcément, il va subir la poussée de Colombe qui va le plier vers l'intérieur. Tandis que de l'autre côté, Sclavy réussit à déloger Ala'atoa et à passer en dessous de lui. Le Leinster subit la poussée, cafouille le ballon et concède un turnover en faveur des Rochelais. Et sur un temps de jeu juste après, Doris se met à la faute et on voit que les Irlandais regardent tous l'arbitre pensant qu'il va siffler, ce qui laisse le loisir à Kerr-Barlow de s'échapper. L'action en elle-même ne donne rien, mais retour à l'avantage, La Rochelle va en pénal touche à 5 mètres de l'embut du Leinster. Alors, pour l'analyse qui suit, je vous mettrai peut-être le lien parce que c'est plus complet que ce que je vais dire, parce que moi je suis pas forcément un pro de la touche et des mauls. Je me suis aidé d'un compte Twitter qui s'appelle EK Analysis Rugby, donc c'est un compte anglophone, et donc ça m'a aidé à mieux comprendre ce qui se passe dans la phase qui suit. La Rochelle, à 5 mètres, décide de faire sauter Skelton. Ça peut paraître contre-intuitif, sachant que le Gonze pèse quand même 140-145 kg, donc faut quand même y aller quand t'es lifter. En plus, c'est pas forcément le plus aérien, celui qui va sauter le plus vite, donc il pourrait se faire contrer par un contreur adverse qui serait plus prompt à venir le contester. Sauf qu'un point important, c'est que le Leinster, en première mi-temps, il a perdu son capitaine de touche et principal contreur, James Ryan. Donc les Irlandais sont un peu démunis dans ce secteur, ce qui en fait un pari gagnant pour La Rochelle. Le Leinster ne saute donc pas et prend le pari d'attendre La Rochelle en bas pour venir les contrer sur leur maul. Sauf que vous vous en doutez, on s'amuse pas à faire sauter Skelton pour rien. Le but, c'est qu'en fait, une fois qu'il retombe, le maul il est tout de suite beaucoup plus solide. Le Gonze, une fois qu'il est en place, c'est quasiment impossible à bouger. Les Irlandais échouent à casser les liaisons et se font emporter, n'ayant d'autre choix que de faire écrouler l'édifice. Avantage pénalité, on repart en pénal touche et on recommence. Le Leinster se met encore à la faute, ça donne rien, avertissement, pénal touche encore. La Rochelle commence à prendre l'ascendant psychologique sur leurs adversaires. Et cette fois-ci, c'est la bonne. L'Espio échoue à quelques centimètres et on repart dans le sens. Sclavy insiste tandis que dans l'intérieur, des Leinstermen sont à terre et peinent à se replacer. Et on voit que les défenseurs sont surtout positionnés dans le sens. Et c'est là que Colombe voit l'opportunité. Ala'atoa est debout, il ne semble pas l'avoir repéré, le ballon gicle hors du ruck, faut vite agir là, soit tu le couvres, soit tu pars directement, et c'est ce qu'il fait. Il se pose pas de questions, il le ramasse, et il file dans l'embut. Et c'est con à dire, mais je pense que cette erreur défensive, ça a dû frustrer le pilier irlandais, que ça l'a sûrement motivé à poser le cerveau pour ses déblayages après ça. On a quand même craint un retour du Leinster dans les 5 dernières minutes. D'ailleurs, Danty aurait pu prendre rouge sur ce plaquage à la tête sur Doris. Franchement, si j'avais été l'arbitre, je l'aurais mis parce que je trouve pas vraiment de circonstances atténuantes. Son exclusion a logiquement créé un vide au centre du terrain, un vide dont a profité Natai sur sa prise de balle. Il rafute Astoy sur 10 mètres et mobilise 3 défenseurs pour échouer à 1 mètre de l'embut. Et honnêtement, là, je voyais un essai sur le temps de jeu suivant. Sauf que Skelton fait un énorme travail pour ralentir la sortie du ballon. D'abord, il tente de gratter, mais Pepper lui dit non. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il vient tout simplement faire chier. Il saisit les Leinstermen pour les empêcher de se replacer, si bien que Van der Flier réagit en tentant de le déblayer. Et là, c'est très malin, c'est assez vicieux. Skelton se laisse à moitié tomber sur le ruck en faisant mine de se faire déblayer, de perdre ses appuis parce que Van der Flier le pousse. Et Pepper, l'arbitre, il dit rien parce que techniquement, c'est la faute de Van der Flier, c'est lui qui a amené Skelton sur le ruck. Mais on sait très bien que Skelton, s'il veut rester debout, il peut. Résultat, il se passe quoi? On a Baird et Moloney qui doivent venir étayer le regroupement et qui quittent leur positionnement
pour faire en sorte que le ballon sorte. Ce qui fait que la prochaine attaque, elle se fait avec moins de soutien, alors que Skelton, lui, il continue de monopoliser à lui seul 5 joueurs, Gibson Park, Van der Fleer, Baird, Natai et Keenan. Évidemment, il s'arrête pas là et il continue à le faire sur les autres temps de jeu, si bien que le Leinster n'a d'autre choix que d'écarter et de s'éloigner de ses soutiens, et il finit par perdre le ballon au déblayage. Bon, par contre, le choix de Dullin de pas trouver la touche, je sais pas si c'est fait exprès, je le trouve assez curieux et j'ai un peu serré les fesses quand j'ai vu l'eau revenir dans le camp rochelais. Mais à ce moment-là, on sent que les Rochelais arrivent de plus en plus à mettre les mains sur le ballon, alors que les soutiens irlandais, eux, sont moins prompts à venir déblayer, et surtout la défense rochelaise, elle est en place et elle est attentive aux fameux retours avec lesquels je vous ai bassiné. Là, on voit que la situation pouvait être dangereuse vu que l'attaque du Leinster s'était reformée dans l'intérieur. Gibson Park retente le coup de la passe lobée, sauf que cette fois-ci, les Rochelais veillent au grain et étouffent l'attaque. Frustré et incapable de perturber cette défense, le Leinster commet l'irréparable. Ala'atoa manque d'assassiner son vis-à-vis avec un déblayage impardonnable qui aurait pu aussi blesser par la même occasion son coéquipier porteur. Logiquement, Pepper sort le rouge, La Rochelle se dégage et décroche dans la foulée son deuxième titre européen pour la deuxième saison consécutive. Cette victoire, c'est quand même une leçon de rugby. Comment c'est possible de trouver les ressources mentales pour revenir d'entre les morts quand t'es mené 17-0 par le Leinster chez lui au bout de 10 minutes? Franchement, ça me dépasse. Ça démontre d'une part l'énorme force de caractère des Rochelais, qui a priori partaient d'emblée vexés dans ce match. D'après ce qu'a dit Aldrit, il ne s'est pas senti respecté dès le toss face à James Ryan. Et d'autre part, ça montre le peu d'adaptabilité des Leinstermen. Je comprends pas comment ils peuvent laisser passer le match là en fait. Normalement, tu gères, t'as 17-0 au bout de 10 minutes, tu sais gérer. Ils se sont cramés tout seuls en se déchaînant dans les premières minutes du match pour ensuite laisser les Rochelais les dominer dans tous les secteurs en abandonnant la possession et l'occupation. Il faut dire aussi, c'est assez marquant, qu'ils ont plaqué presque 3 fois plus que les Rochelais. Et quand les mecs que tu plaques, c'est Aldrit, c'est Botia, c'est Danty, c'est Skelton, c'est Antonio, forcément, au bout de 80 minutes, ça fait la diff. Outre la domination du rugby français sur l'Europe, parce que Toulon aussi est champion, d'ailleurs félicitations à eux, ce match il est très important en vue de la Coupe du Monde, puisqu'il n'est pas exclu qu'on croise les Irlandais en quart. Et donc je pense qu'il y a énormément d'enseignements à tirer de cette finale. Avant de conclure, je vous propose de vous exposer mon homme du match, celui qui m'a vraiment marqué dans cette finale, et de vous expliquer pourquoi. Alors plusieurs joueurs sortent du lot dans cette finale. Évidemment Aldrit qui s'est montré au four et au moulin, incontournable dans le combat. Dullin, impérial sous les ballons hauts, son jeu au pied a été très précieux pour dégager le camp rochelais, et il est toujours aussi inspiré sur ses relances. Kerbarlow aussi s'est distingué par son activité globale, se faisant ainsi pardonner pour son carton jaune. Danty, un match énorme, dantesque si je puis dire. Chaque fois qu'il a le ballon, c'est fou, mais il avance. Mais non, celui qui m'a vraiment impressionné, c'est Skelton. Déjà par son influence dans le jeu officiel, ballon en main, c'est un rock, il avance tout le temps. Pareil sur les phases statiques, en maul, en mêlée, il emporte tout le monde. Mais surtout, il a un impact psychologique incroyable. Toujours le sourire narquois aux lèvres, il a le don pour irriter ses adversaires. Et surtout, il est très fort pour faire chier, pour jouer avec la limite, en venant rajouter une seconde lame, en venant maintenir les mecs au sol, etc. Progressivement, il a imposé sa loi sur la partie, et face à une équipe aussi solide, aussi impassible que le Leinster, je trouve que c'est hyper important d'avoir des mecs comme lui qui font le sale boulot, des véritables tueurs à gages, qui viennent foutre le bordel dans les rugs, qui viennent énerver les mecs. À la base, je suis pas vraiment un grand fan de Will Skelton en tant que joueur, parce que je trouve que son agressivité va souvent au-delà de ce qui est légal, et je trouve qu'il est assez dangereux avec les autres joueurs sur le terrain. On atteste sa longue liste de cartons rouges, mais là je trouve que sur cette finale, il a très bien joué avec la limite, et il faut lui reconnaître qu'il sort un match de titan. On arrive à la fin de cette analyse de la finale européenne entre le Leinster et La Rochelle. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, on rappelle le pouce bleu, le partage, l'abonnement, le petit commentaire. Et aussi, si vous avez les moyens et que vous en avez l'envie, je rappelle que vous pouvez me soutenir financièrement pour m'aider dans mon travail en cliquant sur le bouton merci là, juste en dessous de la vidéo, pour me laisser un pourboire. Je suis très content pour les Rochelais, ça doit être énorme de vivre ça en tant que supporter. Les images là qu'on voit des célébrations, elles sont vraiment folles. Donc bravo pour tout ce que ce club a accompli depuis plusieurs années maintenant. Avant de conclure, sachez que je jouerai au Flanders en Belgique à Dendermonde dans l'un des plus gros tournois de rugby en Europe. Je serai dans l'équipe des Rice Lions, donc si on se croise, c'est avec grand plaisir. Aussi, dernièrement, j'ai sorti une petite vidéo vlog sur mon passage au France Sevens à Toulouse. C'est vraiment une petite vidéo sans grande prétention et tout. J'ai l'impression qu'elle est un peu passée au travers des recommandations et de l'algorithme, donc j'essaye de la pousser un petit peu en faisant l'autopromo, donc n'hésitez pas à aller la regarder juste après cette vidéo, c'est un peu plus détente. Merci de m'avoir regardé, bravo à La Rochelle. Maintenant, on va basculer sur le top 14, les phases finales arrivent très vite. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye l'Ovalie.